assez gêné, à vrai dire. Je m'en étais pas rendu compte d'être un vieux mâle blanc assis avec trois femmes qui parlent. Bon, il faudra qu'on cesse un jour tout ça, mais enfin c'est encore comme ça. Sortir de la xénophobie, mais ça me permettra en même temps de répondre à une objection sur la gauche de gauche. Sortir de la xénophobie, c'est un moment où Judith Bernard m'interroge sur ce que je dis à propos des migrations internationales et de l'Europe forteresse. Et de la façon dont la gauche de gauche aborde la question en disant nous pourrions accueillir 80 000 demandeurs d'asile, nous pourrions supprimer les centres de rétention, et puis il faut sortir d'un dispositif qui génère des victimes en Méditerranée, et finalement pour faire face à la migration internationale, eh bien, supprimons les raisons pour lesquelles les gens veulent venir chez nous. Et ils veulent venir chez nous parce que nos entreprises, nos armées, etc., ils génèrent la guerre, et donc arrêtons d'intervenir comme nous le faisons à l'échelle internationale, et nous tarirons les flux d'immigration. Cette réponse me paraît scandaleuse. Et c'est la réponse du Parti communiste, de France Insoumise, du NPA, ou à peu près, enfin, des partis politiques de la gauche de gauche. Je suis moi-même au Parti communiste. C'est une réponse qui fait la morale aux électeurs du Front National. Vous êtes des salauds, vous n'êtes pas solidaires des victimes. Nous, on est solidaires des victimes. Mais qui entend bien limiter à 80 000 par an les arrivées. C'est-à-dire que l'Europe forteresse n'est pas du tout mise en cause. Le droit aux migrations internationales n'est pas du tout affirmé. Moi, j'ai pas envie, je sais pas si j'ai envie d'aller en Australie, que les Australiens disent ben, nous allons supprimer les raisons pour lesquelles Friot veut venir en Australie. Je trouve ça indécent. Et pourquoi nous sommes dans l'incapacité de nous opposer au Front National, dans une incapacité totale? Parce que nous sommes dans l'incapacité de nous opposer aux racines de la xénophobie. Les racines de la xénophobie, c'est pas qu'il y ait des gens qui n'aiment pas l'étranger. Vous allez toujours trouver un électeur du Front National qui vous dit qu'il adore son voisin arabe, c'est pas la question. C'est que les racines de la xénophobie, c'est la peur de perdre son emploi. C'est la peur que nous n'ayons pas d'avenir comme travailleurs. C'est la peur devant le fait que les nouvelles technologies suppriment des emplois, devant le fait que la globalisation du capital délocalise dans des pays où les travailleurs ont moins de droits des activités qui étaient jusqu'ici faites dans les pays capitalistes développés. C'est cette peur-là qui est source de xénophobie. Et tant qu'on ne s'attaque pas à cette peur, tout ce qu'on raconte, c'est du pipi de chat. Sur quoi elle repose, cette peur? Elle repose sur la conviction que le travail, c'est une quantité délimitée, et même qui va diminuer. Vous avez des statistiques qui projettent une réduction de 47% dans les 20 ans qui viennent de l'emploi. Des trucs complètement bidons, mais notre rapport au travail est tellement perturbé aujourd'hui qu'on est prêt à croire ce genre de fadaise. Si le travail c'est une quantité limitée, ben, il faut se le partager. Vous avez ce mot d'ordre qui est apparu et qui, moi, m'a absolument scandalisé. Travaillons moins pour travailler tous. Travaillons moins pour travailler tous. C'est-à-dire que le gâteau, il est défini, il ne va même plus augmenter, il va se réduire, et pour se le partager, il faut réduire les parts. Travaillons moins pour travailler tous. Qu'il faille travailler moins, moi, je suis entièrement d'accord. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Moi, mon statut professionnel faisait que j'avais 192 heures obligatoires de présence sur mon lieu de travail par an. Non, pas moi qui vais dire qu'il faut lutter contre la réduction du temps de travail. Mais réduire le temps de travail pour consacrer à des activités hors de la valeur
toute une partie de notre vie. Ça oui, ça a été évoqué d'ailleurs, hein. Est-ce que le travail c'est notre objectif, etc. Mais réduire le temps de travail pour se le partager, ça c'est xénophobe. Parce que s'il faut qu'on se partage un quantum réduit, les étrangers sont toujours de trop. Ils sont de trop. On ne pourra pas. 80 000 par an, d'accord. C'est-à-dire peanuts, rien du tout, d'accord. On va donner le droit d'asile à 80 000. Mais accueillir, ah non. Vous voyez, et du coup, on fait la morale, vous êtes le Front National. On fait la morale. Mais on n'a pas un argumentaire qui fasse la démonstration que nous pouvons accueillir des millions de personnes sur le territoire français qui est globalement vide. Mais pour pouvoir faire la démonstration que le champ du travail est infini et que nous pouvons accueillir des millions de travailleurs à condition que le travail ne soit pas fait dans la logique capitaliste qui repose sur l'élimination du travail vivant par la machine. Je suis pour que la machine supprime des travaux répétitifs, dangereux, pénibles, etc., etc. Mais c'est pas ça dans le capitalisme. La machine, elle fait ça, mais la machine, elle est contre le travail vivant. La machine, c'est pour éliminer le travail vivant, c'est pas pour être au service du travail vivant. On m'a posé la question, c'est quoi le travail vivant? Ben, c'est assez simple, c'est le fait que nous sommes dans un travail concret, on définira concret, abstrait tout à l'heure. Nous sommes dans un travail concret, engagés dans un travail concret sur un lieu de travail. C'est-à-dire le travail fait par une personne vivante, hein, pas le travail fait par une machine. Or, dans le capitalisme, le mode de productivité est fondé sur, comme le dit Marx, hein, quand il dit que le mort l'emporte sur le vif, c'est-à-dire que le travail qui est mort dans les machines, il a fallu du travail pour les faire, mais c'est du travail mort, hein, d'accord, qui va être transmis à travers l'amortissement, mais sans création de valeur nouvelle. La machine, elle transmet le travail mort dont elle est porteuse dans le prix dans la valeur produite à travers l'amortissement des machines, hein, qui exprime le travail qui a été fait pour construire ces machines. Il n'y a que du travail à la source de la valeur économique. Donc c'est du travail mort dans la machine qui transmet à travers l'amortissement sa valeur. Mais le travail vivant, lui, il est progressivement éliminé. La machine remplace le travail vivant de façon systématique, délibérée, parce que c'est la forme capitaliste de gain de productivité. Là, vous avez l'agro-business, il n'y a plus d'agriculteurs, il y en a 500 000, à quel prix? Destruction des sols, empoisonnement, disparition du vivant, arrivée des pandémies partout. Le prix est énorme à éliminer le travail vivant. Si nous voulons produire, et je le dis pour tous ceux qui sont sur une position que je partage de décroissance de la richesse produite, nous produisons actuellement en matière agricole à l'échelle mondiale de quoi nourrir 12 milliards de personnes. Le tiers de la production agricole est jeté. Le tiers est jeté. Et il y a 1 milliard de personnes qui meurent de faim, enfin qui sont dans la faim. Bon, pas toujours qui en meurent, mais qui sont dans la faim. Donc le problème n'est pas un défaut de production agricole. Nous produisons infiniment trop, au contraire. Mais ce que nous produisons est sans valeur nutritive, ou à peu près. Je crois qu'il faut 64 pommes industrielles pour avoir la valeur nutritive d'une pomme correctement produite, sans les 60 passages de phytosanitaires et autres saloperies qui permettent aux agriculteurs d'enrichir Bayer. Nous allons produire moins de pommes, bien sûr, être mieux nourris en produisant moins de pommes. Nous allons réduire la production, qui est tout à fait excessive, mais nous allons décroître en production de richesse, en production concrète, hein, en kilos de pommes, en milliards de kilos de pommes, ou je ne sais pas quoi, de tonnes de pommes, millions de kilos de tonnes de pommes. Mais pour produire une pomme non industrielle, il faut plus de travail vivant que pour produire 64 pommes industrielles. Il faut plus de travail vivant.
Donc nous allons produire moins avec plus de travail. Et comme le travail vivant est à la source de valeur, nous allons produire moins avec plus de valeur. Nous produirons plus de valeur économique en produisant moins de biens et services. Je le dis aux décroissants qui confondent production de richesse et production de valeur. Produire de la richesse, c'est produire, encore une fois, X milliards de kilomètres voyageurs transportés, ou millions de kilomètres de voyageurs transportés, millions de tonnes de patates, centaines de milliers de logiciels, je ne sais pas quoi. C'est la production de richesse, des biens et des services concrets, par le travail concret. Et ça, ce n'est pas la production de valeur. Le PIB, il n'additionne pas des patates et des logiciels. Le PIB, il mesure la valeur ajoutée des entreprises. Et là, nous sommes dans la valeur économique. Et cette valeur économique, elle est fondée sur le travail vivant. Donc, si nous changeons le mode de production capitaliste pour passer à un mode de production communiste, dans lequel le travail vivant est au cœur de la production, nous allons produire moins de richesse et plus de valeur. Et il faudra plus de travailleurs. Là, nous allons rendre inutiles les peurs xénophobes. Nous allons les tarir, parce que nous allons faire la démonstration que nous pouvons mettre au travail infiniment plus de personnes que ce que la logique capitaliste met au travail. Et ça, avec une empreinte écologique plus faible, parce qu'on produira moins de richesses. Et pourtant plus de valeur. Cette distinction, travail concret, travail abstrait, richesse-valeur est tout à fait importante. Oui, je suis extrêmement critique de la façon dont la gauche de gauche, dont mon parti, nos partis de la gauche de gauche, font face au Front National. Pourquoi? Parce que, et c'est là le cœur de mon propos, le mouvement ouvrier, le mouvement organisé des travailleurs, il n'y a pas que les ouvriers, ça a été les ouvriers aujourd'hui, c'est beaucoup plus large, le mouvement organisé des travailleurs n'a pas d'abord comme objet de changer le travail. N'a pas d'abord comme objet de changer le travail concret. N'a pas d'abord comme objet de ne travailler que selon notre déontologie, de refuser les travaux avec lesquels nous sommes en désaccord, d'en finir avec la souffrance au travail. L'origine de la souffrance au travail, c'est de faire un travail avec lequel on est en désaccord, ou pour une part plus faible, les soignants, les enseignants, de faire un travail qu'on aime mais qu'on ne peut pas faire. Tant qu'on ne s'attaque pas à ça, tant que dans les salles de profs, j'ai les doléances des profs qui disent « Mais t'as vu le programme d'histoire de 4e enfin, c'est dégueulasse. Mais alors pourquoi tu l'enseignes ?» Tant que nous acceptons de faire des travaux avec lesquels nous sommes en désaccord, rien ne se passera. Rien. C'est ça, le nouvel enjeu. Il ne s'agit pas de... C'est nouveau. Dieu sait si je suis extrêmement admiratif des conquêtes de nos anciens, mais ce qu'ils ont conquis, c'est dans une forme d'indifférence au travail qu'ils menaient. Je prends souvent l'exemple, parce qu'il m'avait frappé à l'époque, c'était il y a 2 ans, d'un ouvrier d'État de l'arsenal de Toulon, qui produit donc des armes. C'est un fonctionnaire en retraite, un militant de la CGT, extrêmement respectable, qui nous dit, première phrase, « Toute ma vie professionnelle, j'ai distribué des tracts disant « Les arsenaux ne doivent produire que les armes pour la défense nationale. Nous ne devons pas produire, les arsenaux ne doivent pas produire des armes pour la vente d'armes. » Deuxième phrase, « Évidemment, je produisais des exocètes qui sont vendus à Israël dans sa bagarre contre la Palestine. » Accepter des travaux avec lesquels nous sommes en désaccord, c'est cette schizophrénie que précisément toute une série de jeunes dissidents aujourd'hui ne veulent plus. Et pourquoi nos syndicats et nos partis sont tellement inaudibles auprès de cette jeunesse? C'est parce qu'ils voient bien que nous sommes incohérents. Nous ne produirons pas de merde pour le capital, qui préfère de faibles ressources à un travail qui n'a pas de sens, mais qui est payé selon
la qualification, enfin tout ce qui a été conquis par les travailleurs, et qui sont des conquêtes fondamentales. La bourgeoisie capitaliste aujourd'hui n'est plus capable de nous faire adhérer à ce qu'elle appelle travail, à ce qu'elle pratique en termes de production de valeur. Nous avons maintenant des craintes écologiques qui ont été encore exacerbées. On va passer notre vie avec des masques jusqu'à la fin de nos jours, quand même, d'accord? Il y a eu un moment où ce mode de production qui nous met dans un rapport au vivant totalement mortifère, qui nous revient dans la gueule, dans des pandémies à répétition, et que la classe dominante est incapable d'assumer autrement que par un flicage policier. Est-ce que nous sommes exclus de la décision? Alors le flicage policier qui a transposé dans toute notre vie quotidienne ce que les quartiers populaires subissent depuis 40 ans, de violences policières au quotidien, d'accord? On va pas, c'est pas ça notre avenir commun, c'est pas possible, d'accord? Mais si nous ne nous attaquons pas au travail en disant, non pas individuellement, on ne fait pas une société à partir de héros individuels, tout ça c'est de la connerie, hein, mais en nous organisant collectivement pour refuser des travaux avec lesquels nous sommes en désaccord, des procédures avec lesquelles nous sommes en désaccord, des modes de financement de notre activité avec lesquels nous sommes en désaccord, tant que nous accepterons des pratiques que nous condamnons par ailleurs, nous serons condamnés à l'impuissance. Et nous laisserons la place à ces frères jumeaux que sont la République en marche et le Front National, le Rassemblement National, même culte du chef, même usage fasciste de la police, même détermination en lien avec les droits des travailleurs. Nous sommes dans deux frères jumeaux dont on a fait les débatteurs du débat public par notre impéritie complète sur la question de la xénophobie. Donc il faut sortir de cela. Et on ne peut sortir de notre incapacité à combattre la xénophobie que si on montre que nous pouvons accueillir des millions de travailleurs dans un pays qui est libéré du mode capitaliste de productivité qui élimine le travail vivant en multipliant des productions mortifères. C'est une des grandes victoires de notre de la bourgeoisie capitaliste, par exemple, nous a fait faire croire que l'étymologie de travail, c'est tripalium. Ce qui est une étymologie à la con, hein, en aucun cas, le tripalium n'est l'étymologie de travail. Mais ce qui me fait réfléchir, moi, c'est le fait qu'on ait accepté ce truc-là, d'accord? Le travail, c'est de la torture. Si je souffre pas, je travaille pas. J'aime ce que je fais, donc c'est pas du travail. Vive une société de l'activité, abat le travail. Qu'est-ce que cette position a d'irresponsable? Pendant le confinement, nous nous sommes tous improvisés, enseignants, avec nos gamins. On ne va pas pouvoir faire société en additionnant les activités d'éducation des parents avec leurs enfants. Faire vivre un système éducatif à l'échelle de la nation, c'est pas additionner les initiatives des parents vis-à-vis de leurs enfants en matière d'éducation. Il y a un travail d'enseignement qui n'est pas l'addition des activités de présence à la scolarité des enfants que font les parents et qu'ils ont été obligés de faire de façon plus formelle pendant le confinement. L'accès à une métropole, enfin, on peut discuter le fait qu'il y ait des métropoles, pour moi c'est de la connerie absolue de créer une métropole de Montpellier avec un désert autour, un désert qui est du coup la foi du Front National, enfin, etc. Mais donc ça c'est de la connerie, mais indépendamment du fait que c'est de la connerie, hein, que le capitalisme nous mène dans l'impasse, y compris territoriale. Elle n'est pas qu'anthropologique et écologique, l'impasse capitaliste, elle est aussi territoriale. Un système d'accès à la métropole ne peut pas se faire en additionnant les initiatives de chacun en matière de transport. Il faut bien... c'est pas une addition d'activités de transport où je vais faire du covoiturage avec mon voisin, etc., etc. Il faut bien qu'il y ait un choix sur ce qui vaut. Est-ce que ce qui vaut
Et donc là, nous sommes dans le travail, pas simplement dans l'activité. La partie de l'activité qui est déclarée valoir, du point de vue économique, il faut bien choisir, est-ce que c'est le rail ou est-ce que c'est la route, par exemple. C'est un choix qui met en cause un conflit de classe entre les propriétaires de tout le lobby de l'automobile qui vont dire ben non, c'est des roundabouts, c'est des autoroutes, c'est la route, c'est évidemment la route, et qui vont se heurter à une direction de la SNCF qui est d'accord, puisqu'elle est le principal transporteur routier par ailleurs, et qu'elle a été propriétaire de Blablacar avant de la céder à un autre truc, bon, et qui donc ne défend absolument pas le fer, parce que cette direction de la SNCF est totalement acquise à la logique capitaliste. Donc il y a bien un enjeu de classe sur ce qui vaut dans nos activités. Il faut des choix collectifs sur ce qui vaut. Actuellement, les choix, et ça c'est le travail, c'est la partie de l'activité qui est priorisée parce qu'elle vaut. On ne fait pas société à partir des activités. On fait une société à partir de choix dans les activités qui valent et de centrage des activités sur tel ou tel domaine. Dans le capitalisme, qui choisit ce qui vaut? Les groupes capitalistes, la bourgeoisie capitaliste. C'est de ça qu'il faut qu'on sorte. Qui décide de ce qu'est le travail? C'est la bourgeoisie capitaliste. Qui met le travail dans une situation telle que nous souffrons au travail? C'est la bourgeoisie capitaliste. Une façon de ne pas assumer cette question, c'est de dire on va supprimer le travail. On va ne faire que des activités. Là, on démissionne. Non, il s'agit de dire ce qui vaut pour arriver à Montpellier, c'est du transport collectif, c'est le fer. C'est pas la route, c'est pas la voiture. Il y a un enjeu spécifique du travail en tant que producteur de valeur, c'est-à-dire du travail abstrait. Donc dire on va supprimer le travail, notre vocation c'est pas le travail, c'est des activités qui est sens, c'est juste s'il s'agit de dire nous refusons que le travail soit contraire à notre déontologie et source de souffrance. Mais ça devient faux si c'est de dire nous allons supprimer le travail, supprimer la valeur, supprimer la monnaie, faire une société de la transparence des valeurs d'usage. C'est l'origine de la sécurité sociale en France, c'est les allocations familiales. En 1945, la moitié des prestations sociales, plus de la moitié, c'est les prestations familiales. Croizat en 1946 change d'abord fondamentalement leur sens, en disant les allocations familiales, c'est pas la prise en compte des coûts de l'enfant. C'est la reconnaissance que les parents produisent de la valeur en éduquant des enfants. Et ils ont droit à du salaire. La loi Croizat d'août 1946 dit les parents de 2 enfants, parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait des... Pas à l'époque de la création des allocations familiales, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, nous sommes dans des préoccupations natalistes qui viennent au grand choc traumatique qu'a été la défaite de 70. Et la défaite de 70... a été expliqué par le fait qu'on avait été envahi par des hordes barbares venus de l'Est. Les hordes barbares venaient de l'Est à l'époque. La géopolitique des hordes barbares change, venait de l'Est à l'époque. Nous étions submergés par des cons, mais qui étaient plus forts parce qu'ils étaient plus nombreux. Les Teutons, les Boches, d'accord, les Prussiens. Et la réponse, c'était un traumatisme énorme. Il a fallu que les cathos inventent Jeanne d'Arc, que les laïcs inventent Vercingétorix. Je sais pas, moi je suis d'une époque où on avait début des années 50, je me souviens de mon livre d'histoire. Mon livre d'histoire, vous aviez
un dessin sur la guerre des Gaules, d'accord? Vous aviez un César un peu rabougri sur sa chaise curule, et puis vous aviez Vercingétorix qui arrivait à cheval et qui jetait ses armes en vaincu valeureux. Alors les cathos ont fait la même chose avec Jeanne d'Arc, d'accord? C'est dire qu'il y avait un traumatisme national qui nous a fait inventer Vercingétorix et Jeanne d'Arc. Là, c'est-à-dire les vaincus supérieurs aux vainqueurs. Et on a expliqué la défaite de 70 par notre malthusianisme. Et donc il fallait faire des gamins. La riposte à l'Allemagne, aux hordes barbares, c'était de faire des gamins. Et donc des allocations familiales avec un gamin, non, parce que ça ne reproduit pas la population. Il en faut deux. Deux adultes qui font deux gamins. Sinon, il n'y a pas de reproduction. Donc il n'y a pas d'allocation avant deux. Alors qu'importe cette origine tout à fait discutable des allocations familiales, hein, qui sont vraiment une entreprise de lutte contre la hausse des salaires en la centrant sur les seuls chargés de famille. Hein, c'est la réponse patronale et la réponse de l'État employeur qui crée les allocations familiales d'abord pour les fonctionnaires, c'est là que ça apparaît à la fin du XIXe siècle, pour éviter la hausse générale des salaires. Hein. C'est une arme de guerre contre la hausse des salaires, les allocations familiales. Eh bien, le génie politique des communistes en 1946, c'est de subvertir cette institution en disant, avec les allocations familiales, nous allons sortir le salaire de l'emploi. Nous allons payer des gens qui n'ont pas d'emploi. Non pas les payer avec du revenu de base et des de ce genre, non, non, non. Avec du salaire, 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, dit la loi Croizade, août 1946, pour les parents de 2 enfants. C'est-à-dire que les parents de 2 enfants sont considérés comme plus productifs que l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, qui ne faisait pas 225 heures par mois, il en faisait plus qu'aujourd'hui, mais pas 225 heures. Ça veut dire que là, nous sommes en train de changer le travail, de ne plus le définir comme le font les capitalistes. De dire quelqu'un qui n'a pas d'emploi a droit au salaire. C'est ce qu'on fera également pour la retraite. On y reviendra tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on change la définition du travail. Mais on ne dit pas supprimons le travail. D'accord ? On s'attaque à sa définition capitaliste. On en fait une autre définition qui sort le travail de sa définition capitaliste et travaille tout ce qui met en valeur du capital, y compris ce qui produit de la merde. Mais c'est une merde qui met en valeur du capital, donc c'est du travail. Dans la dynamique concrète du communisme, il y a le fait de poser que la matrice du travail, ce n'est pas le poste de travail détenu par un propriétaire lucratif de l'outil de travail, c'est la qualification de la personne. De fait, toute personne est reconnue comme en capacité de produire. Le droit politique, aussi bien à la propriété de l'outil qu'au salaire, devient un droit de la personne dans la dynamique communiste que je peux identifier comme chercheur sur les questions de sécurité sociale. Qu'est-ce que ça signifie ça? C'est que dans le capitalisme, nous ne sommes considérés comme travailleurs que lorsque nous avons une activité qui met en valeur du capital. Donc on est travailleur pas du tout en tant que personne. C'est notre activité qui nous définit comme travailleurs. Et ce n'est que si cette activité met en valeur du capital que c'est du travail. C'est pour ça que dans le capitalisme, les fonctionnaires ne travaillent pas. Les fonctionnaires dépensent. Ils dépensent une valeur produite par d'autres. C'est la sphère capitaliste qui produit une valeur qui va être ponctionnée pour des travaux utiles. Ah mais les fonctionnaires sont utiles, comme les femmes, comme les retraités. Mais ils ne sont pas productifs. C'est pour cela que l'on va passer, puisque la santé, les soins sont produits par des fonctionnaires, on va parler de dépenses de santé. Jamais de production de soins. On ne parle pas de dépenses, je ne sais pas quoi moi, d'énergie, on parle de production d'énergie. On ne parle pas de dépenses de transport, on parle de production de transport. Ah non, dépenses d'éducation. Parce que c'est fait par des fonctionnaires qui ne mettent pas en valeur du capital, ou des personnels d'associations qui ne mettent pas en valeur du capital. La définition capitaliste du travail est très restrictive. N'est travail que ce qui met en valeur du capital.
tant que nous ne ferons pas la démonstration concrète, entreprise par entreprise, service public par service public, association par association, que le travail est infini. Que nous pouvons, si nous organisons le travail autour du travail vivant et non pas autour de son élimination, que nous pouvons produire moins avec beaucoup plus de travailleurs. Dans le capitalisme, le statut du travailleur, c'est un statut intermittent. Je suis travailleur quand je mets en valeur du capital. En dehors de ça, je suis avant le travail. Je suis après le travail. Que nous pensons qu'il y a un temps d'avant le travail, qui est l'insertion. Alors pendant 15 ans, entre 18 ans et 35 ans, ça fait 17 ans, mais à 35 ans, beaucoup sont encore en train de s'insérer. Ils ne sont toujours pas droit au salaire, à la qualification de la convention collective. Ils s'insèrent. Ils sont avant le travail. Ils améliorent leur employabilité. C'est pour cela, j'y faisais allusion dans un autre texte, qu'aujourd'hui, un CV d'étudiant de seconde année, c'est 6 pages. Dans les années 70, quand je commence mon enseignement à l'université, un CV d'étudiant de seconde année, c'est 2 lignes. Non, c'est 6 pages, où il faut montrer toutes les activités que l'on mène pour s'insérer. Cette injonction à l'activité, comme ersatz du travail. C'est pour ça que je parle d'obscénité dans l'injonction à l'activité. Multipliez les activités pour améliorer votre employabilité. C'est obscène. Pourquoi c'est obscène? Parce que c'est proposer des ersatz à ceux à qui l'essentiel est refusé, la responsabilité du travail, la responsabilité de produire de la valeur. Quand on refuse l'essentiel qui nous constitue comme humains. On m'interrogeait sur le vieillissement social. C'est quoi le vieillissement social? Vous savez, un capitaliste, il vieillit jamais. Il reste jeune jusqu'à la fin. Il vieillit biologiquement, bien sûr. Mais il reste en responsabilité économique jusqu'au bout. Moi, j'ai 10 ans de retraite à mon actif. 11 ans même maintenant. Au début, on est tout feu, tout flamme. On multiplie le bénévolat, les courses à vélo. Et puis progressivement, on s'aperçoit qu'on est floué. Parce que les bénévoles, ils ne sont quand même pas fondamentalement bienvenus, ni considérés. Et puis on est floué parce qu'on se rend compte qu'on pose un cataplasme sur une jambe de bois. Vous avez été choqués quand je dis, quand on n'a plus de responsabilité en matière éducative, on devient chargé du soutien scolaire. Ça sert à quoi le soutien scolaire? À rien. À accompagner l'échec du système éducatif. Et c'est à ça que servent les retraités. C'est à ça que sert le bénévolat. Je trouve qu'il y a un cynisme de la MGEN lorsqu'elle nous incite à l'activité pour maintenir nos capacités cérébrales et autres conneries de ce genre. Le vieillissement social, il est lié, il s'observe aussi chez des chômeurs. Il s'observe chez des tas de gens à qui le travail est refusé. Vous avez un film, un documentaire qui va sortir, magnifique, qui s'appelle « L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres ». C'est une cinéaste qui a participé, qui a partagé pendant 1 an la vie des allocataires RSA dans une ville à côté d'ici. Je tairai le nom, qu'importe, une ville anciennement industrielle qui est aujourd'hui sinistrée. Elle a vu combien l'irresponsabilité économique de ces personnes était mortifère. On peut leur filer même 1000 balles si vous voulez. Ça ne résoudra rien sur le fond. Parce que l'essentiel n'est pas là. Distribuer de l'argent aux pauvres, c'est de la saloperie. La question, c'est de maintenir en permanence notre responsabilité vis-à-vis de la production de valeur. Moi, j'entends être responsable de la production de valeur jusqu'à ma mort. Je ne veux pas entrer à 62, 63, 64 ans, enfin qu'importe l'âge, je m'en fous d'ailleurs, pour moi c'est pas ça le problème, l'âge de la retraite. Je ne veux pas entrer dans une espèce de no man's land où je n'ai plus de responsabilité économique. Je suis bénévole. Enfin libre de faire ce que je veux. Mais pourquoi je ne me suis pas battu
pendant les 40 ans d'avant pour faire ce que je voulais? Pourquoi j'ai reporté à demain, quand je serai retraité, le moment où je ferai ce que je veux? Pourquoi est-ce que j'ai travaillé en faisant de la merde pour ne plus avoir à travailler? C'est ça le capitalisme. Faire de la merde en travail pour ne plus avoir à travailler. C'est ça le travail? C'est ça que nous voulons comme destin collectif? Nous ne supprimerons pas l'insertion tant que nous ne supprimerons pas la retraite comme fin du travail. Dans le capitalisme, le travail est étranger à nos personnes. Le travail est hétéronome. C'est le monopole de la bourgeoisie de définir le travail. Alors il faut qu'on entre dans le travail. C'est un château fort dans lequel on entre très difficilement. 15 ans d'insertion en moyenne aujourd'hui. Avec des professionnels de l'insertion pour accompagner le truc. L'histoire des mesures jeunes, on voit que tout ça a été construit de façon totalement délibérée. L'insertion des jeunes. Il y a beaucoup d'insertion des jeunes jusqu'en 1976, jusqu'au plan jeune de Raymond Barre, celui qui crée les missions locales pour les jeunes de 16-18 ans en échec scolaire. C'est là que ça démarre. Être jeune, c'était une caractéristique biographique, mais qui n'avait aucun effet sur le marché du travail. Aucun. Même les jeunes étaient plus payés que les vieux, parce que vous aviez un phénomène qu'ont très bien observé des collègues entre 45 et 75, justement, et ensuite tout s'inverse. Vous avez une hausse permanente du salaire d'embauche, qui font que pratiquement les enfants d'ouvriers ont le même salaire que leurs parents, qui justifie la scolarisation par ailleurs, etc. Qui fait que les enfants d'ouvriers se mettent en couple rapidement, qui n'ont pas besoin d'aimer éperdument leurs parents. Aujourd'hui, un jeune qui n'aime pas ses parents, il est foutu. Ils sont tenus par le refus du statut de travailleur qu'ils essuient en permanence. Le texte sur l'agisme, il dit ceci: à partir du moment où il n'a plus été possible d'invoquer légitimement, je ne dis pas que c'est plus invoqué dans les faits, mais légitimement le genre pour discriminer dans le rapport au travail, parce que le féminisme a conquis l'illégitimité de cette invocation. Ça, c'est les années 70. Il devient illégitime d'invoquer le genre pour discriminer au travail. Aussitôt apparaît l'âge comme caractéristique biographique légitime pour discriminer au travail. Ça va être la retraite, où on va être éliminé du travail. Ça va être l'insertion, on va être éliminé du travail, reconnu pour des activités d'insertion. Pas de travailleurs. Cet agisme est aussi dégueulasse que la discrimination par le genre. Aussi dégueulasse. La discrimination par le genre, elle dit, pour faire des gamins, les hommes et les femmes sont complémentaires. Eh bien, il est donc légitime que, en matière de rapport au travail, les hommes et les femmes soient complémentaires. Les femmes, ça c'est minutieux, ça c'est moins aléatoire que les hommes, etc. On va donc leur donner des travaux qui correspondent à cela. Elles sont complémentaires. C'est absolument dégueulasse. La complémentarité, qui est une réalité dans l'ordre de la conception des enfants, est totalement illégitime quand on la transpose dans le rapport au travail, dans lequel l'égalité des genres est fondamentale. Bien, la complémentarité entre générations qu'il y a dans la famille, il est absolument illégitime de la transposer dans la complémentarité intergénérationnelle en matière de travail. Et de dire que les actifs financent des improductifs. Parce qu'il y a un temps après le travail. Dans ce que mettent en place les communistes en 1946, et dans ce que j'invite à généraliser aujourd'hui, par le salaire, la qualification personnelle pour tous, de 18 ans à sa mort, là, nous sommes en permanence travailleurs.
Mais être en permanence travailleur, ça ne veut pas dire être en permanence au travail. Penser qu'un travailleur, c'est celui qui est en train de travailler, c'est être aliéné à la définition capitaliste du travailleur. Ce que nous sommes en train de construire, c'est ce que j'observe, le communisme, il est empirique. C'est une observation empirique. Tous les pays capitalistes sont en train de construire des institutions communistes, et c'est totalement empirique, de même que dans toutes les sociétés féodales, on construit le capitalisme de façon très empirique, très différente d'une société à l'autre, etc., etc. Bien, ce que j'observe empiriquement, c'est que ce que crée la fonction publique, la retraite comme droit au salaire et non pas comme droit au différé des cotisations, c'est les allocations familiales comme droit au salaire et non pas comme droit à une allocation pour le coût de l'enfant, etc., pour compenser le coût de l'enfant. C'est que la matrice du travail, c'est ce que j'écris, hein, ça n'est plus l'emploi, ça n'est plus le poste de travail de travailleurs indépendants qui, à l'occasion, sont reconnus comme travailleurs, mais peuvent ne plus l'être, être chômeurs, être en insertion, être en échec professionnel pour un travailleur indépendant, et là il n'y avait pas de chômage, il est à poil, enfin, etc., etc. Non, ce que nous sommes en train de construire, c'est que la matrice du travail, c'est la qualification personnelle, la qualification attribuée à la personne. Et qu'un travailleur, c'est pas quelqu'un qui est en train de travailler. Moi, en ce moment, je ne suis pas en train de travailler. Mais je suis un travailleur, parce que la fonction publique poursuit. Moi, j'ai comme pension, en plus j'avais 5 gamins, donc si vous avez une carrière complète avec 5 gamins comme fonctionnaire, votre pension, c'est votre dernier salaire, le meilleur, à vie. C'est des règles, c'est pour ça qu'il y a un tel acharnement pour en finir avec cela, avec la réforme Macron. Pour ceux qui font un calcul, je ne parle pas de faire plus de 5 gamins, hein, je le signale, parce qu'on ne peut pas quand même avoir une pension qui est supérieure à son meilleur salaire. Or, pour avoir une pension égale à son meilleur salaire, il faut avoir élevé 5 gamins. Voilà, c'est ça. En dessous de 5, c'est pas égal. Au-dessus de 5, ça ne sert à rien. Donc arrêtez-vous à 5. Hein. Ce qui se crée depuis 1946, autour du statut de la fonction publique, loi d'octobre 1946, hein, autour du régime général de sécurité sociale, les parents ont droit au salaire, les retraités ont droit au salaire. Autour de l'UNEDIC en 1958, les chômeurs ont droit au salaire. L'UNEDIC ne proclame pas le droit au salaire aux chômeurs à l'emploi. Ce serait poser l'emploi comme la matrice du travail. Non. Et c'est la grande nouveauté de l'UNEDIC. L'UNEDIC, c'est pour ça que vous avez eu une telle détermination à en finir avec cela, autour de l'activation des chômeurs, en disant, c'est la CFDT qui a été le porteur de ça, depuis 1992, où elle cogère avec le patronat l'UNEDIC, c'est absolument désastreux. Ça a été autour du thème, distribuer du chômeur au salaire, c'est de la dépense passive. Il faut activer les dépenses en augmentant l'employabilité des chômeurs. Mais tous les personnels qui accompagnent des chômeurs savent qu'améliorer leur employabilité, c'est décisif à pousser son rocher. C'est un truc qui ne sert à rien. Ça fait une souffrance au travail de tous ceux qui accompagnent les chômeurs qui est considérable. Parce qu'on ne peut pas améliorer son employabilité. Il n'y a aucun patron assez con pour dire « Ah, ben ton employabilité, elle était améliorée. » C'est anthropologiquement que le capitalisme nous nie comme travailleurs, qu'il ne nous reconnaît comme travailleurs qu'à travers une activité considérée comme du travail. Et c'est lui qui décide quelles sont les activités qui sont du travail. Quand je dis capitaliste, je dis aussi les élus locaux, hein, qui font fonctionner les associations sur du contrat de projet, hein, au projet, hein, c'est la même chose. Hein. Mais les élus locaux sont entièrement dans une logique capitaliste de ce point de vue-là, y compris dans des formes non lucratives. Le capitalisme n'est pas identifié au lucratif, tout cela, il faut faire attention. La nouveauté anthropologique qui est en train de se construire, c'est que nous sommes en permanence des travailleurs. C'est-à-dire qu'en permanence, nous sommes posés comme en capacité de produire de la valeur, comme en responsabilité de produire de la valeur. Encore une fois, ça ne veut pas dire ni qu'il y a injonction à travailler, alors que reléguer des personnes dans le non-travail,
ça conduit à une injonction à l'activité, à l'ersatz du travail, l'activité, pour les chômeurs, pour les jeunes en insertion, pour les retraités. Et tant qu'on n'en aura pas fini avec cette injonction à l'activité de tous ceux à qui l'essentiel est refusé, c'est-à-dire la responsabilité économique dans le travail, eh bien, on pourra raconter tout ce qu'on veut, on laissera en plus le Front National aux commandes, parce qu'on ne changera pas le champ du travail. Donc, ce que font les communistes de 1946, lorsqu'ils disent les parents ont droit au salaire, les retraités ont droit au salaire, ils étendent le champ du travail. Ça ne veut pas dire que tout ce que font les retraités, c'est du travail. Au contraire, c'est parce que je suis, moi, reconnu en permanence comme travailleur, avec mon dernier salaire en permanence, que je peux tenir à distance de la valeur des tas d'activités. Pas besoin qu'on me paye pour venir ici. Pas besoin. Je suis payé par mon salaire. Je peux donc être... Je ne suis jamais bénévole. Le bénévole, c'est celui qui n'a pas honte. Moi, je suis payé. J'ai ma pension. Quand je viens ici, j'honore mon salaire. Mais je l'honore par une activité qui n'est pas du travail. Pas nécessairement. C'est parce que je suis confirmé en permanence comme travailleur que je peux éviter de louer 50 km de ma bagnole sur Blablacar. Je peux éviter de louer un mois d'une chambre de ma baraque sur Airbnb. Que je peux éviter de louer les outils que j'utilise et que je peux accueillir gratuitement des gens qui font du stop, prêter mes outils et non pas les louer dans l'économie circulaire, accueillir gratuitement des gens qui viennent chez moi et non pas louer à Blablacar. Que je sors ma vie quotidienne de la monétisation qu'impose ma non-reconnaissance comme travailleur. C'est parce que je suis reconnu en permanence comme travailleur que je peux tenir à distance de la valeur plein d'activités. Or, il est fondamental que plein d'activités soient tenues à distance de la valeur, que plein d'activités ne soient pas du travail, qu'elles soient dans l'ordre de l'interpersonnel, dans l'ordre du gratuit, dans l'ordre de ce qui n'a pas de valeur. C'est fondamental. Et là, je rejoins l'objection de départ. Est-ce que le travail est au cœur de nos vies? Oui, le travail est au cœur de nos vies, et en même temps, il faut que toute une partie de nos activités ne soit pas du travail. Moi, ce que je revendique, c'est de ne pas être exclu du travail dès lors que je suis retraité. Je revendique d'être dans une logique de responsabilité sur la valeur vis-à-vis des livres que j'écris, vis-à-vis de l'édition, vis-à-vis des éditeurs. Je ne suis pas un bénévole qui pose un cataplasme sur une jambe de bois. Je produis de la valeur, là, à ce moment-là. Et je me bats pour être en responsabilité, pour ne pas laisser l'éditeur faire ce qu'il veut, pour être en responsabilité d'auteur vis-à-vis de mon éditeur. Je suis en responsabilité économique jusqu'à ma mort, et c'est constitutif de ma personne. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sur les 320 milliards de retraite, 320 milliards de pensions de retraite, 240 sont calculés sans tenir aucun compte des cotisations des intéressés. Aucun compte. La retraite, c'est pas la contrepartie des cotisations passées. Pas du tout. La retraite, c'est le remplacement de mon salaire de référence. Donc on ne tient pas compte des cotisations du tout. Et vous l'avez vu dans le film de Gérard Depardieu, Mammouth, d'accord, il a 60 berges, c'est l'âge de la retraite à l'époque du film, il a une carrière merdique, il n'a pas été déclaré par tous ses travailleurs, tous ses employeurs, etc. Il prend sa moto, d'accord, puis il fait le tour. Il reconstitue sa carrière. Alors vous avez des employeurs un peu pénitents qui attestent qu'il n'avait pas déclaré, qu'il a travaillé à tel temps. Des collègues de travail qui disent, mais oui, il a travaillé, tel temps. Il reconstitue sa carrière. Et il va avoir une carrière complète. Aucun compte n'est tenu de ses cotisations. Aucun compte. Un fonctionnaire d'État, il ne paye aucune cotisation. Il n'y a pas de caisse.
Moi, je suis fonctionnaire d'État, je n'ai jamais payé une seule cotisation à une caisse. C'est la CFDT qui veut créer une caisse des fonctionnaires d'État. Pour que la pension des fonctionnaires d'État, ça devienne la contrepartie de cotisation. Pour ceux qui sont entre vous, qui sont fonctionnaires d'État et qui ont sur leur feuille de paye retenu pour pension civile, c'est une pure opération d'écriture. Il n'y a aucun flux de monnaie qui irait vers une caisse. Les retraités sont continués à être payés par un trésorier payeur général qui est chargé de payer les pensions de retraite des fonctionnaires d'État. Bon. C'est-à-dire que le trésor public continue à payer les fonctionnaires, c'est le salaire à vie. Ils sont payés pour leur grade, c'est leur personne qui est titulaire d'une qualification, leur pension c'est la poursuite de leur dernier salaire. Ils n'ont jamais cotisé, jamais. Fonctionnaires d'État, je parle. Hein. Donc on voit bien, et quand Croizat crée le régime général, il transpose dans le privé le régime de la fonction publique d'État. Aucun compte n'est dû des cotisations. Aucun compte. Les pensions sont calculées pas du tout en tant que compte des cotisations. Or, nous sommes persuadés qu'elles le sont. Tellement nous sommes aliénés au j'ai cotisé, j'ai droit. Tellement nous sommes aliénés à la définition capitaliste du travail. Le travail, ça m'emmerde, mais je travaille pour ne plus avoir à travailler. Quand je suis libéré du travail, ben, je ne peux plus être payé puisque je ne suis plus travailleur, je suis plus productif, mais je bénéficie de la solidarité intergénérationnelle. Ce que construisent les communistes, et ce que le communisme qui se construit dans tous nos pays capitalistes, en France, parce qu'il se construit différemment d'un pays à l'autre, en France, il s'exprime, mais pas qu'en France, disons dans l'Europe bismarckienne, on va dire, il se construit autour du droit au salaire des retraités. Un retraité, c'est pas un ancien travailleur. Il ne bénéficie pas de la solidarité intergénérationnelle. Qu'on accepte qu'il y a un temps après le travail, tant qu'on se réjouit même qu'il y a un temps après le travail. Qu'est-ce que ça veut dire se réjouir qu'il y a un temps après le travail? Ça veut dire qu'on ne s'est pas battu pour changer le travail. Et que le travail est devenu tellement épuisant, tellement mal vécu, qu'on n'aspire plus qu'à une chose, en être débarrassé. Mais vous voyez bien que c'est une défaite. Si nous voulons que les dissidents qui aujourd'hui refusent de faire des travaux avec lesquels ils sont en désaccord ne soient pas marginalisés, il faut que dans tous les lieux de travail, nous conquérions des droits à l'autogestion du travail. Dans tous les lieux de travail. Je préconise la retraite à 50 ans. Pourquoi? Parce que c'est à 50 ans que notre rapport à l'emploi est le plus dangereux. Quelqu'un de 50 ans qui perd son emploi, il est sûr de retrouver un emploi moins qualifié. C'est pratiquement impossible de retrouver un emploi aussi qualifié quand on le perd à 50 ans. Et puis par ailleurs, à 50 ans, dans les entreprises, on est en pleine possession de ses capacités professionnelles et on est exaspéré. On est exaspéré parce qu'on ne peut pas donner sa mesure. On n'en peut plus. Dans cet âge critique, où on est à la fois en pleine mesure de nos activités professionnelles et dans l'incapacité de les mener, qu'il faut faire le geste de Croizat qui dit les retraités, ce n'est pas des gens qui ne travaillent plus. Les retraités, c'est des gens qui n'ont plus besoin d'aller sur le marché du travail pour être reconnus comme travailleurs. Les retraités sont des gens dont le salaire n'est plus lié à leur poste, mais dont le salaire est lié à la personne. Entrer en retraite, c'est quand le salaire passe du poste à la personne. C'est ça l'entrée en retraite. Je n'ai plus besoin d'aller sur le marché du travail pour conserver mon salaire. Et c'est pas du tout je sors du travail, absolument pas. C'est je suis libéré du marché du travail. Enfin, le salaire devient un attribut de ma personne. C'est déjà en moyenne, hein, avant les réformes Rocard, enfin la réforme Rocard qui est faite par Balladur, hein, lorsque Balladur applique le livre blanc de la réforme des retraites de Rocard, par Fillon. Je signale que Fillon nous a raconté que toutes les semaines, hein, lorsqu'il réforme les retraites en 2003, il avait un coup de fil de Rocard lui disant « Tenez bon !» C'est toute la seconde gauche hein, qui est à l'origine de nos désastres en matière de droit du travail. Et donc, lorsque, avant les effets de la réforme, des réformes Rocard,
le taux de remplacement moyen du dernier salaire dans la première pension, c'est de 84% en moyenne. Donc on n'est pas loin du 100%. Il y a eu des progrès énormes. Aujourd'hui, on est à 75%. Et il est programmé qu'on soit à 50%. Je dis bien sans changer, sans même passer par le truc Macron, hein, d'accord, qui sera encore pire, en 2050. C'est pas encore le plein salaire, ça ne l'est que dans certains cas de la fonction publique, dont moi par exemple, c'est pour ça que je milite pour que tout le monde soit dans ma situation, 100% de son meilleur salaire à vie, évidemment. Merci Bernard. Je rappelle que cette rencontre était réalisée en partenariat avec Réseau Salariat et les rencontres Marx.